Les lois du succès de Napoleon Hill, 12e volume, l'habitude de faire plus que ce pour quoi on est payé. Audio numéro 1. Il y a 10 faiblesses contre lesquelles la plupart d'entre nous doivent prendre garde. L'une d'entre elles est l'habitude de vouloir récolter avant d'avoir semé, et les 9 autres sont la coutume de ne penser qu'à créer des alibis pour couvrir chaque erreur commise. Vous pouvez y arriver si vous y croyez. Commencer cette leçon par un débat sur l'amour pourrait donner l'impression qu'on s'éloigne un peu de notre sujet. Mais si vous êtes disposé à garder votre opinion jusqu'à la fin, vous serez sans doute d'accord que si on avait omis de parler de l'amour, on aurait diminué la valeur de la leçon. Pourquoi l'amour est-il si important dans tout ce que vous entreprenez ? Le mot amour est employé ici dans un sens exhaustif. Il y a de nombreux objets, motifs et personnes qui éveillent notre nature sentimentale. Il y a des types de travail qu'on n'aime pas ou qu'on aime plus ou moins. Et dans de certaines situations, il peut y avoir un travail qu'on aime vraiment. Les grands artistes, par exemple, aiment leur travail, en général. Par contre, la plupart des ouvriers qui ont une routine quotidienne n'aiment pas leur travail. Il arrive même qu'ils le détestent. On aime rarement le genre de travail qu'on fait uniquement pour gagner sa vie. Dans la plupart des cas, on ne l'apprécie pas ou on le déteste. Lorsqu'on est engagé dans une activité qu'on aime, on est capable de travailler pendant de longues heures d'affilée sans éprouver de la fatigue. En revanche, le travail qu'on n'aime pas nous épuise rapidement. La résistance d'une personne dépend donc en grande partie du point auquel elle apprécie ou déteste son activité. Vous allez, bien sûr, remarquer qu'ici, on va poser les fondations de l'une des plus importantes lois de cette philosophie, à savoir, on est plus efficace et on réussit plus vite et plus facilement quand on s'engage dans un travail qu'on aime ou qu'on fait pour quelqu'un qu'on aime. Quand l'amour intervient dans la tâche qu'on doit accomplir, la qualité du travail est immédiatement améliorée et la quantité accrue, sans accumulation de fatigue provoquée par le travail. Vous devez chercher jusqu'à ce que vous trouviez votre voie. Il y a quelques années, un groupe de socialistes, ou peut-être qu'ils se nommaient eux-mêmes coopérateurs, ont organisé une colonie en Louisiane. Ils ont acheté quelques centaines d'hectares de terrains agricoles et ont commencé à y construire un idéal qui, croyaient-ils, allait les rendre plus heureux dans la vie et moins soucieux, grâce à un système qui assurerait à chaque individu le genre de travail qu'il aime le plus. Ils ont eu l'idée de ne donner de salaire à personne. Chaque individu faisait le travail qu'il aimait le plus ou ceux pour lesquels il était le mieux doué. Et les produits de leurs efforts communs devenaient la propriété commune de tous. Ils avaient leur propre laiterie, leur propre fabrique de briques, leur propre bétail, volailles, etc. Ils avaient leurs propres écoles et une imprimerie à l'aide de laquelle ils publiaient un journal. Un homme suédois de Minnesota rejoignit la colonie et, à sa demande, on lui donna un poste à l'imprimerie. Très vite, il râla car il n'aimait pas son travail. Alors, on lui proposa de travailler comme opérateur de tracteur à la ferme. Au bout de 2 jours seulement, il ne supporta plus ce travail et demanda un nouveau transfert. On l'affecta alors à la laiterie. Puisqu'il n'eut pas réussi à s'entendre avec les vaches, il changea d'emploi une fois de plus. On lui attribua un poste à la blanchisserie où il ne tint qu'un seul jour. Il essaya chaque travail disponible, l'un après l'autre, mais il n'en aima aucun. Il commença à croire que l'idée de vie coopérative ne lui convenait pas, et il fut prêt à s'en retirer quand quelqu'un pensa par hasard à un boulot qu'il n'avait pas encore essayé, dans la fabrique de briques. Alors on lui donna une brouette, son rôle était de sortir les briques du four et de les empiler dans la cour. Une semaine passa sans aucune plainte de sa part. Quand on lui demanda s'il aimait son travail, il répondit « C'est exactement le travail que j'aime ». Vous imaginez ? Il préférait s'occuper des briques. Pourtant, cet emploi convenait très bien à la nature du Suédois. Il accomplissait seul une tâche qui ne demandait pas de réflexion et qui ne le chargeait d'aucune responsabilité, ce qui était justement ce qu'il désirait. Il resta au poste jusqu'à ce que toutes les briques aient été transportées et empilées. Plus tard, il dut se retirer de la colonie car ils cessèrent de fabriquer des briques. Le travail tranquille est fini, alors je rentre en Minnesota. Et il fut vraiment rentré en Minnesota. Quand on s'engage dans une activité qu'on aime, il n'est pas difficile de faire du travail supplémentaire et meilleur que celui pour lequel on est payé.
C'est pour cette raison qu'on a le devoir de faire tout notre possible pour trouver le type de travail qu'on aime le plus. Cela vaut la peine de faire plus et mieux que ce que l'on attend de vous. J'ai tout le droit de donner ce conseil aux étudiants de cette philosophie pour la simple raison que je l'ai suivi moi-même sans regret. Le moment est venu de parler un peu de mon histoire personnelle et de la philosophie de la loi du succès pour vous montrer que le travail fait par amour n'a jamais été une perte de temps et ne le sera jamais. L'ensemble de cette leçon vous démontrera que cela vaut vraiment la peine de rendre plus de services de meilleure qualité pour le salaire perçu. Ce serait un effort inutile et dépourvu de sens si je n'avais pas moi-même appliqué cette règle assez longtemps pour être en mesure d'expliquer son fonctionnement. Pendant plus d'un quart de siècle, j'ai travaillé par amour, et c'était de là que cette philosophie s'est développée. Je suis tout à fait sincère quand je dis, quelque part dans ce cours, que j'ai été largement bien payé pour mes efforts par le plaisir que j'ai eu au cours de cette période, même si je n'ai reçu rien de plus. Les obstacles que vous risquez de rencontrer lorsque vous choisissez le travail que vous aimez le plus. Mes efforts sur cette philosophie m'ont aidé, il y a de nombreuses années, à choisir entre revenus monétaires immédiats dont j'aurais pu bénéficier si je m'étais concentré sur la vente et rémunération plus tardive représentée à la fois par les normes financières habituelles et d'autres formes de rémunération pouvant être mesurées uniquement en termes d'accumulation de connaissances et nous permettant de bien profiter du monde autour de nous. L'individu qui s'engage dans le travail qu'il aime le plus n'a pas toujours le soutien de ses amis et des membres les plus proches de sa famille. J'ai dû dépenser une quantité alarmante de mon énergie pour combattre les suggestions négatives de mes amis et de ma famille durant les années passées à recueillir, organiser, classer et tester les matériaux nécessaires pour ce cours. J'ai cité ces références personnelles pour vous montrer qu'on peut rarement, ou même jamais, espérer faire le travail qu'on aime le plus sans rencontrer certains obstacles. Généralement, l'obstacle principal est le fait que ce travail ne soit pas toujours celui qui apporte la plus grande rémunération au départ. Cependant, pour pallier cet inconvénient, celui qui choisit le type de travail qu'il aime réellement est généralement récompensé par deux bénéfices évidents. 1. Il trouve dans son travail la plus importante récompense, à savoir le bonheur, qui n'a pas de prix. 2. Sa récompense monétaire réelle, calculée au cours d'une carrière entière, est généralement plus significative car le travail qu'on a fait avec plaisir est supérieur en quantité et qualité par rapport à celui qu'on fait uniquement pour gagner de l'argent. Le plus dur obstacle que j'ai rencontré. La plus embarrassante et la plus catastrophique opposition à mon opinion de travail venait de mon épouse. Je le dis sans aucune intention de mépris. Cela explique peut-être pourquoi, dans plusieurs leçons de ce cours, j'ai fait de nombreuses références au sujet que l'épouse d'un homme peut l'aider soit à réussir, soit à échouer, en fonction de sa coopération et de l'encouragement qu'elle apporte à son conjoint dans le choix professionnel de ce dernier. La plus dangereuse personne, pour elle-même et pour les autres, est celle qui émet des jugements sans connaître d'abord les faits. Mon épouse aurait voulu que j'accepte un poste de salarié qui nous aurait assuré un revenu mensuel régulier et stable. Car j'avais montré à travers mes fonctions antérieures de commercial que j'étais doué pour la vente, ce qui nous aurait apporté un revenu annuel entre 60 000 et 100 000 euros, sans grand effort de ma part. En un sens, je comprenais le point de vue de ma femme et j'étais d'accord avec elle parce que nous avions des enfants qui avaient besoin de vêtements et d'éducation. Et par conséquent, toucher un salaire régulier semblait être une nécessité, même s'il n'était pas grand. Malgré cet argument logique, j'ai choisi d'ignorer l'avis de ma femme. Alors, les forces combinées de sa famille et de la mienne sont venues à son secours. Ils m'ont attaqué ensemble, me donnant l'ordre de me contenter d'un salaire fixe assuré tous les mois. Ils m'ont dit qu'étudier les autres était peut-être une activité adéquate pour un homme qui pouvait gaspiller son temps dans un travail non rentable, mais pour un jeune homme marié avec des enfants, cela ne semblait guère le meilleur choix. Je restais quand même inflexible. J'avais déjà fait mon choix et j'étais déterminé à le maintenir. L'opposition n'a pas cédé à mon point de vue, mais elle s'est affaiblie peu à peu. Pendant ce temps, le fait de savoir que mon choix allait causer des difficultés au moins temporaires à ma famille, en plus du sentiment que mes chers amis et parents n'étaient pas en harmonie avec moi, intensifiait ma lutte. Pourquoi n'ai-je pas abandonné mon objectif malgré les obstacles ? Heureusement que ce n'étaient pas tous mes amis qui trouvaient mon choix imprudent.
Non seulement certains d'entre eux croyaient que je poursuivais un chemin qui allait finalement m'emmener près du sommet de mon accomplissement personnel, mais en plus, ils ont fait tout leur possible pour m'encourager à ne pas abandonner face à l'opposition de ma famille. Parmi mes amis fidèles qui m'ont encouragé au moment où j'en avais énormément besoin, un certain homme mérite la plus grande reconnaissance de ma part, à savoir Edwin C. Barnes, un associé d'affaires de Thomas Edison. Monsieur Barnes s'est intéressé à mon choix de travail et je dois avouer que s'il n'avait pas eu une foi inébranlable en la philosophie de la loi du succès, j'aurais cédé aux pressions de mes amis et j'aurais choisi le chemin de la résistance minimale, redevenir salarié. Cela m'aurait épargné de beaucoup de chagrin et d'une quantité presque infinie de critiques, mais cela aurait surtout détruit mes espoirs d'une vie entière et j'aurais probablement perdu la chose la plus belle et désirable, c'est-à-dire le bonheur. Car j'ai été vraiment heureux dans mon travail, même durant les périodes où ma rémunération n'était pas suffisante pour payer les dettes que j'avais accumulées. D'ailleurs, c'était peut-être pour cette raison que, dans la leçon sur l'habitude d'économiser, j'ai beaucoup parlé du sujet de la dette, car je voulais que vous reteniez bien cette leçon-là. Ceci est un extrait du cours de Napoleon Hill, Les lois du succès. Pour recevoir l'intégralité de l'ouvrage, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo.